Bien, bonjour à tous et à toutes, ou tout au moins à ceux que je n'ai pas vus. Voilà, je vais vous emmener en voyage, en oléalogie. Alors, vous savez que les voyages, on sait quand ça démarre, on ne sait pas quand ça s'arrête. Et en général, quand je parle de l'olivier, de l'huile d'olive, il est dur de m'arrêter. Donc, quand vous en avez marre, vous criez. Hein? Voilà, donc vous avez le plan de la conférence. Ce plan va apparaître systématiquement en haut des transparents. Et donc, on va aller de l'olivier dans le monde jusqu'à les huiles d'appellation d'origine pour arriver à la fin à l'analyse organoleptique. Donc, je suis allé rapidement vite sur le plan de la conférence. L'analyse organoleptique que je ne traiterai pas puisqu'il y a le docteur Denis Olivier qui est un spécialiste qui le traitera ainsi que l'étiquetage. Alors, l'olivier... Quelles sont ses origines? Qu'est-ce que l'on sait à l'heure actuelle? Ce que l'on sait, c'est qu'il est parti d'il y a moins 20 à moins 10 millions d'années. Il est parti de la Corne de l'Afrique. Il s'est réparti dans le Maghreb. Et puis, au moment de la dernière glaciation, aux alentours de 10 000 ans, à partir de zones refuges, il s'est disséminé dans le bassin méditerranéen. Puis, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est-à-dire que l'olivier viendrait du Moyen-Orient, non, ce qui vient du Moyen-Orient, c'est la domestication. Les peuples qui étaient là à l'époque étaient des peuples évolués, qui ont su observer et qui ont domestiqué les oliviers. Et ils se sont répandus par les migrations dans le bassin méditerranéen. Ensuite, il y a eu la diffusion à partir de zones d'oléastres et de variétés cultivées. Et on en arrive maintenant à ce que nous connaissons, c'est-à-dire des oliviers qui sont des oliviers que l'on peut cultiver, mais je vais y revenir dans un instant. Alors où pousse l'olivier? Jusqu'à présent, sans tenir compte des modifications climatiques, il pousse entre le 25e degré de latitude nord, et le 25e degré de latitude sud. Donc si vous regardez bien, c'est bien sûr tout le bassin méditerranéen, mais c'est aussi un peu le Japon, la Chine et les États-Unis. Ça a été signalé ce matin, où les États-Unis sont en train de rentrer en production. Et puis dans la partie sud, vous avez l'Australie qui devient un très gros producteur, l'Afrique du Sud, et puis l'Argentine, où il y a des plantations, notamment de variétés espagnoles, qui se font de façon importante. Alors, l'olivier, sa culture dans le bassin méditerranéen, possède 3 limites, qui sont le chaud, l'humidité et le froid. Donc vous avez, dans les traits gras, vous avez le froid. Il est probable que dans les années futures, si ces changements que nous connaissons continuent, cette limite va remonter. Il est décrit des oliviers qui étaient beaucoup plus dans la période, dans le septentrion, qu'à l'heure actuelle. Ensuite, vous avez la partie humidité. Et donc cette partie humidité, vous voyez que dans l'Espagne, le nord de l'Espagne, il n'y a pas d'olivier parce que c'est trop pluvieux. Et puis, il y a l'autre contrepartie qui est la sécheresse. Et vous avez la sécheresse. Vous voyez que notamment dans Libye et puis en Méditerranée, dans le sud de la Méditerranée, sud et sud-est de la Méditerranée, vous n'avez pas d'olivier. Donc, il y a 3 limites qui vont probablement se changer. Alors là, une belle variété que je vous conseille de manger, non pas quand elle est mûre, mais quand elle est verte, c'est la Luc, qui est une variété de l'Hérault et qui est la meilleure olive verte que l'on produit en France. Mais je trouve que la photo est belle. Alors, au niveau de la botanique, il y a une classification. Les botanistes sont des gens très organisés, avec un cerveau très bien organisé. L'olivier, il appartient à la famille des oléacées, comme le jasmin, le lilas et le troène, et au genre Olea. Donc vous avez dans l'encadré la famille Oléacée, le genre Olea,
voyez qu'il y a 3 sous-genres oléa, et ces sous-genres oléa se décomposent à niveau dans la section oléa. Hein, c'est la partie qui se trouve ici, section oléa. Donc voilà l'olivier Olea europea. Mais cet olivier, il se décompose en sous-espèces. Celle qui nous intéresse en France et en Europe, c'est Europea, Olea europea, sous-espèce europea. Mais vous avez dans le massif saharien la Périnei, Césariformis, Grandichica, Marocana et Cuspidata. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est Olea europea, sous-espèce europea. Alors en France, il y a une seule espèce, qui est Olea europea, sous-espèce europea, qui regroupe 3 formes. Alors ça, c'est assez intéressant à détailler. La première forme, c'est la forme sauvage, c'est-à-dire l'oléastre. À ma connaissance, en France métropole, il n'y a plus d'oléastre. Il y en a probablement en Corse, mais j'en suis pas sûr. Mais il y en a dans le Maghreb, ça c'est certain. Mais donc cet oléastre, c'est l'olivier sauvage qui vient de la corne de l'Afrique et qui a été domestiqué. Deuxième type d'olivier que l'on va rencontrer, c'est les oliviers spontanés, c'est-à-dire les oliviers férots. Vous allez avoir une photo. C'est les oliviers qui poussent à partir d'un noyau. Hein. Et ce noyau, eh bien, ça peut donner une variété si ce qui se développe est intéressant. J'y reviens. Et enfin, vous avez le cultivé qui va donner les variétés que nous connaissons, Aglando, Saloninque, Tanche, Caillon, Cayenne, etc., etc. Alors, les variétés se différencient par différents caractères au niveau pomologique, hein, sur les feuilles, sur les noyaux, sur la couleur, sur le début de la véraison, etc., etc. Donc il y a un certain nombre de moyens de les reconnaître, mais c'est extrêmement difficile, sauf dans quelques cas que je vous montrerai. Mais c'est très difficile. Pourquoi c'est très difficile ? Parce que rien ne ressemble plus à une olive qu'une autre olive. Si on prend les olives qui sont sur le campus, là, à l'exception d'un arbre, je suis incapable de vous dire ce que c'est comme variété. Donc il faut aller plus loin. Et pour aller plus loin, ben, on va avoir des critères agronomiques, on va avoir des critères chimiques que nous avons beaucoup développés au laboratoire. Et puis, il y a toute l'analyse ADN qui est maintenant le moyen le plus performant pour déterminer les variétés. Alors, vous avez ici un oléastre. Je pense que, enfin, c'est pas sûr que ce soit un oléastre, hein, donc je ne voudrais pas vous raconter de bêtises. Ici, et vous avez à côté un olivier cultivé. Hein. Donc cet oléastre, c'est un buisson avec, que l'on dit épineux. En fait, ce ne sont pas des épines, ce sont des bouts de branches, de fragments qui sont atrophiés, et ça donne cet aspect-là. Et c'est de cet aspect-là que viennent les variétés, à la suite de la sélection et tout le travail qui a été fait avant nous par nos ancêtres. Voilà ici un olivier féral. Alors ça, quand vous baladez dans la colline, de temps en temps, vous voyez un olivier. C'est un olivier qui a germé. Alors l'olivier, il est au pied d'un pin, là, ici. C'est dans la vallée des Baux que je l'ai pris, cette photo, que j'ai prise. Et donc c'est un noyau qui a une olive qui a été mangée par un oiseau, tractus intestinal, attaque du noyau par le suc gastrique, et tombé à terre, il va germer. Alors, il y en a très peu qui germent, mais il y en a tellement de noyaux qui tombent à terre que de temps en temps, il y en a qui vont germer. Et ça, eh bien, ça s'appelle une tête de clone. C'est-à-dire que si on récupère cet olivier, qu'on le cultive, ben on va s'apercevoir que soit il ne donne rien, soit qu'il est sensible à la maladie. Et puis de temps en temps, il y en a un qui est très intéressant. Alors s'il est très intéressant, eh bien, on va pouvoir, en le cultivant, prendre des greffons et créer une variété, hein, et ça se fait encore à l'heure actuelle, de création de variétés à partir d'oliviers qui sont d'oliviers férots. Et enfin, vous avez ici 3 oliviers qui sont des variétés, et ces variétés, c'est la Grèce avec du Koroneiki, ou alors je ne m'arrête pas à me lire, oui c'est du Koroneiki, c'est ça. À côté, en Tunisie, vous avez le Chemlali. Et en France, ça vient des Hauts-de-Provence et des Alpes de Haute-Provence, c'est de l'Aglando. Donc vous voyez des arbres qui sont tout à fait magnifiques et qui ont bien prospéré.
Alors, moi, je m'intéresse beaucoup aux variétés. Pourquoi je m'intéresse aux variétés? Parce que de la variété que vous allez cultiver, ou des variétés que vous allez cultiver, vous allez pouvoir avoir une huile qui sera médiocre. Hein, prenons la filaire noire des Alpes de Haute-Provence, qui a disparu, mais qui existe encore au niveau des souches. Puis une huile moyenne, je ne citerai pas de variété d'huile moyenne pour vexer personne. Et puis, il y a des variétés qui vont vous donner, si vous travaillez bien, de très bonnes huiles. Donc je m'intéresse aux variétés et à la qualité des huiles, puisqu'on l'a vu ce matin, et puis je suis convaincu, seule la qualité sauvera l'oléiculture française. Alors pour reconnaître les variétés, vous avez les feuilles. Alors les feuilles, elles peuvent être épinastiques, c'est-à-dire que la courbure se fait suivant à l'intérieur de la feuille. Elle peut être hyponastique, comme dans le cas de la boube, qui est une grosse olive qui se fait dans l'autre sens. Et puis, vous avez, pour la tanche, plane hélicoïdale. Donc, vous voyez, rien qu'à la feuille, des spécialistes vont pouvoir déjà arriver à faire un tri. Ensuite, vous avez les variétés d'olives et leur forme. Vous avez ici la colombale, et vous voyez que vous avez ici, au bout de l'olive, vous avez ici un petit téton, là, qui est très reconnaissable, là, ici. Donc il y a un peu d'olive, il y a l'olivière qui est comme ça, dans la partie au-delà de l'héros. Et donc c'est un moyen de la reconnaître. Après, vous avez la Salonninque, on en a parlé ce matin. C'est une olive facilement reconnaissable, elle est en forme de poire, elle est bosselée, et elle fait partie des variétés de la vallée des Baux et d'Aix-en-Provence. Vous avez la boube, dont je vous ai parlé. Alors une petite anecdote sur la boube, c'est qu'avant, on cultivait de la boube parce que c'est une grosse olive et que les grosses olives, elles attirent les mouches. Donc on mettait dans les champs quelques boubes, ce qui permettait d'attirer les mouches de l'olive et ce qui protégeait le reste du verger. Alors ça, c'est une variété qui me tient à cœur puisque c'est celle que je cultive, c'est le bouteillant. Bouteillant, c'est la seule variété qui existe en France dans laquelle vous avez de temps en temps, je dis bien de temps en temps, une fructification qui se fait en bout de rameau. Donc si vous voyez dans un champ, si vous voyez je vais y arriver, voilà, vous voyez qu'on est en bout de rameau, vous avez l'olive, là, ça vous êtes sûr que c'est un bouteillant. Il n'y en a pas d'autre. Et puis là, vous avez une variété qui est anecdotique, mais que l'on appelle pontifex, vous comprenez pourquoi, vous avez vu, vous l'avez vu dans les Alpes de Haute-Provence. Alors, il y a aussi la couleur qui compte. Alors, voilà ici du cahier rouge, je crois qu'on en a parlé ce matin. Une belle couleur, de belle olive. Vous avez la petite violette de l'Ardèche. Vous avez la grosse lotte. Alors là, je ne sais plus si c'est de l'Ardèche ou pas. La rougette, ça c'est la rougette de l'Ardèche, bien sûr. La filaire noire, je vous en ai dit deux mots, c'est des Alpes de Haute-Provence. C'est une variété qui a disparu, mais que Christian Pinatel, avec qui je travaille, a déterminé, il a vu que c'était une belle variété qui a été surgreffée parce que ne donnait pas une huile de qualité. Vous avez une dorée, je trouve que cette photo est magnifique, là, très belle photo. Le grappier, et enfin la dernière, qui est une variété italienne, qui est totalement blanche, qui s'appelle le Cocarpa. Voilà, donc les feuilles, la forme des olives, la couleur des olives sont des éléments qui peuvent être pris en compte. Bon, ça, c'est un travail qu'on avait fait au laboratoire. On a déterminé les variétés d'olives. Je n'ai pas mis les auteurs, mais c'est Pierre Vanloo, d'autres et moi-même qui avons... Enfin, c'est moi qui l'ai initié. Donc, vous voyez que sur ces noyaux d'olives, vous avez des différences importantes. Si je prends la Luc, vous voyez que la Luc, elle est en croissant de lune. Si vous prenez la Salonninque, vous voyez qu'elle est en forme de poire. Si vous voyez la Verdale de l'Hérault, elle est allongée en ballon de rugby, etc., etc. Donc là aussi. Et puis il y a une chose qui est importante, c'est le mucron. Alors je ne sais pas, voilà ici dans l'olivière, vous voyez cette petite pointe là, ça s'appelle le mucron, et qui correspond au petit téton que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, un bel olivier, je pense de Haute-Provence. C'est une photo de Christian Pinatel. Alors, donc
production mondiale d'huile d'olive, l'huile d'olive est anecdotique. Hein. Ce qui est important, c'est palme, soja, colza, tournesol. Et vous voyez que l'huile d'olive, ça représente 2% de la production mondiale des principales huiles végétales. Si j'avais fait un graphique qui était différent, mais un graphique en valeur, à ce moment-là, l'olive arriverait bien sûr en tête, hein, puisque c'est l'huile d'olive qui, parmi toutes ces huiles-là, est la plus chère. Alors, la production mondiale, cette production mondiale qui est de 2019-2020, je suis obligé de regarder parce qu'elle m'a dit de ne pas trop tourner la tête. Hein. Donc c'est l'Union européenne qui arrive en tête et de loin, avec les principaux producteurs, c'est l'Espagne, Italie, Grèce. Alors ça dépend des années. Hein. Bon, l'Espagne est toujours la principale, mais suivant les années, il y a quand même, vu l'alternance de l'arbre, il y a toujours des problèmes de récolte. Après, vous avez l'Algérie, le Maroc qui monte en puissance, la Tunisie. La Tunisie, là, cette année-là, c'était 300 000 tonnes, mais un an ou deux après, c'était 100 000, 120 000 tonnes. Donc ça varie énormément, hein, énormément. La Turquie aussi, qui est le gros producteur. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est l'Union européenne, qui est le principal producteur. Maintenant, venons-en à la production française. Vous avez ici la production française. Vous voyez qu'elle est extrêmement variable. Elle est très variable. Et vous avez ici la courbe de tendance en vert qui montre la production de l'huile d'olive depuis les années 2001. C'est peu satisfaisant. Pourquoi ? Parce qu'on vous l'a dit ce matin, il y a eu de très grosses plantations qui ont été faites et que ces très grosses plantations qui ont été faites ne donnent pas les récoltes escomptées. C'est-à-dire qu'il y a une légère progression de la production, mais elle est relativement très faible. Donc la moyenne se situe à, je suis obligé de me retourner, 4 652 tonnes, ce qui représente rien par rapport à la production mondiale. Alors, en France, oui. Comment on explique une telle variation ? C'est la variation de l'alternance de l'arbre, puisque, je vais vous le montrer tout à l'heure, une année, l'arbre produit, il ne fait pas de bois, et l'année suivante, il fait du bois. Or, les olives ne viennent que sur le bois de l'année qui a poussé l'année précédente. Plus les aléas climatiques, plus les erreurs de taille, plus les variétés, les vergers qui ne sont pas entretenus, plus. C'est dur d'amener des olives jusqu'au moulin. Alors, 4 régions en France, hein, avec la principale, c'est PACA, hein, PACA Sud, région Sud. C'est ensuite l'Occitanie, l'Auvergne et la Corse. L'Auvergne parce que sont englobés notamment le Nioncé. Hein. Alors là, vous avez, c'est peut-être plus difficile à lire. Principal producteur en France, c'est les Bouches-du-Rhône. Ensuite, Vaucluse, Var, le Gard. Et puis le reste, c'est beaucoup moins. Vous voyez que les tonnages sont relativement très faibles. Hein, mais bon, ça, c'est dû à la production et à l'oléiculture en France. Alors, si on compare la production française à la consommation française, bien, vous voyez qu'on ne représente rien. C'est-à-dire que vous, ici, vous avez 3 375 tonnes en 2020 et on en a consommé 129 130 000 tonnes. Donc vous allez me dire, mais alors, comment ça se fait ? Il suffit de planter des oliviers, c'est bon. Le problème, c'est qu'en France, on produit des huiles au litre qui vont entre 20 et 30 euros le litre. Hein. En Espagne, ben on arrive à des huiles qui sont à 3,50 ou en Tunisie, 3,50, 4,50 euros le litre. Jusqu'à présent. Denis Olivier me disait tout à l'heure qu'il avait vu que dans les supermarchés, l'huile de base était maintenant à 10 euros le litre. Il y a une augmentation considérable, près de 50%. Hein. Donc, nous avons des coûts de production qui fait que ça sera très difficile d'arriver à produire ce que l'on consomme. Et la seule solution pour arriver à avoir
encore une production en France, c'est qualité, point numéro 1, qualité, numéro 2, typicité, point numéro 3. Voilà. Alors, on l'a un peu dit ce matin, les variétés, sauf quelques-unes, sont inféodées à un terroir. Par exemple, vous avez le caïtier. Le caïtier qui est ici, c'est la région de Nice. Bon, si vous franchissez la frontière italienne, ce caïtier, il s'appelle Taggiasca. Puis si vous allez un peu plus bas, ce caïtier, il s'appelle le Frantoio. Donc Frantoio, caïtier et Taggiasca, c'est strictement la même chose. Alors après, vous avez dans le Var, il y a beaucoup de variétés dans le Var, mais notamment Bouteillon-Caillon. Vous avez dans les Bouches-du-Rhône, Grossanne-Salonninque, et Aglando aussi. L'Aglando dans les Alpes de Haute-Provence, on l'a dit. Alors il y a une variété qui est assez ubiquite, c'est la picholine. La picholine, après le gel de 56, auquel j'ai assisté, j'étais petit, mais j'y ai assisté, la picholine s'est répandue un petit peu partout, jusqu'en Corse aussi, vous voyez qu'il y en a, avec des variétés qui sont la Sabine et la Germaine qui sont là. Donc ça s'est un peu répandu partout. Ne pas confondre la picholine du Languedoc avec la picholine marocaine. Ce n'est pas la même variété. La picholine marocaine, c'est la cigoise. Cigoise qui est de l'ouest, du nord-ouest d'Algérie. Après, vous avez beaucoup de variétés. En France, on recense à peu près 200 variétés et on en découvre tous les jours, qui sont des monotypes. Alors, il existe une forte analogie entre la notion de variété pour l'olivier et la notion de cépage pour la vigne. Donc, on a cette classification qui est tout à fait analogique. D'ailleurs, l'olivier cohabite avec la vigne et vice-versa. Alors, quelles sont les variétés principales en France? On en a un petit peu parlé, je passe vite. La principale, c'est l'Aglando, caïtier, Salonninque, Tanche. Alors, on va les regarder. Voilà l'Aglando, qui était dans les Alpes de Haute-Provence. Il y a une jolie couleur. Vous avez ensuite le caïtier. Alors, il y a une chose qui est intéressante, là, si ça vous intéresse aux variétés. Vous voyez, l'endroit où commence la véraison, c'est important pour déterminer une variété. C'est-à-dire que là, vous voyez, ça commence au sommet. Et puis il y a des variétés où ça commence à la base. Puis il y a des variétés où ça commence à peu près partout. Donc c'est un élément d'identification des variétés. Après, vous avez la Salonninque, qui est mûre. Vous voyez qu'elle est bosselée en forme de poire. Après, vous avez la Tanche. Bon, c'est la meilleure olive noire de France, c'est dans le Nioncé. Vous avez la picholine, très belle olive, avec un noyau en forme de croissant, moins que la Luc, mais en forme de croissant. Vous avez le Caillon. Alors le Caillon, c'est intéressant, c'est originaire du Var. Et ce Caillon, c'est un excellent pollinisateur d'un certain nombre de variétés. Reportez-vous au Nouvel Olivier. Il y a quelques numéros, 2 articles fort intéressants pour des gens qui s'intéressent à l'olivier et à la plantation de l'olivier, où les oliviers sont classés en 2 catégories. Une catégorie n'est pas autopollinisatrice, mais a besoin de l'autre catégorie, de l'autre série, pour polliniser la première, et vice-versa. Alors, c'est un peu carré, à mon avis. Je n'ai pas discuté avec les auteurs, mais j'aimerais leur discuter, parce que moi, je connais une oliveraie en Tunisie, qui est dans le domaine de Chahal, qui avait été créé par les Français au début du siècle dernier, qui fait, tenez-vous bien, 60 km de long et 12 km de large. Donc c'est considérable. Et il y a dessus que des chemlalis. Donc quand on me parle de pas d'autopollinisation, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi le chemlali, lui, il s'autopollinise. Bon, mais ça fait peut-être partie des irrégularités qu'il faudra constater. Alors après, vous avez le Bouteillant, une belle photo de mon ami Denis Olivier. La Grossanne, qui est dans la vallée des Baux, une des variétés principales de la vallée des Baux. Et on en a fait le tour. Alors,
on a parlé ce matin des AOC et des AOP. Donc l'AOC, c'est au niveau de l'État français. AOP, c'est une validation au niveau européen. Le problème, c'est que quand vous vous engagez dans une AOC ou une AOP, il va falloir définir le lieu de production, on l'a dit. Il va falloir identifier les vergers pour être sûr qu'il y ait les variétés principales et secondaires en quantité suffisante. Ce qui compte d'ailleurs, c'est le nombre d'arbres et non pas l'huile qui arrive au moulin. Définition des variétés proportions, définition du rendement au maximum à l'hectare. Et puis après, il faut un certificat d'agrément pour la commercialisation et une réglementation de l'étiquetage. Mais ça, Denis Olivier vous en parlera probablement. Alors, les AOP, je passe vite, on en a parlé ce matin. Il y a en France à l'heure actuelle 8 AOP et une AOC. Les AOP, la plus ancienne, c'est Nyons, mais après vous avez Vallée des Baux, vous avez Haute-Provence, Aix-en-Provence, Nice, Corse, Nîmes, AOC Provence, on en a parlé ce matin. Alors, elle est énorme. Vous voyez, c'est le trait jaune qu'il y a ici. Elle englobe d'autres AOC ou AOP. C'était en fait pour essayer d'englober les variétés du Var qui sont très nombreuses, très intéressantes, et d'essayer de les englober. Mais il y a un cahier des charges qui fait que, si mes souvenirs sont bons, il doit y avoir au minimum 25% d'aglando. Et puis vous en avez une qui est une AOC. Cette AOC, c'est celle qui se trouve ici. Là. Je dois avoir une carte qui est après. Elle est là, hein, voilà. C'est celle qui a été le 11 novembre 2020. C'est donc celle de l'AOC du Languedoc, l'olive du Languedoc, et d'huile. Et les variétés principales, c'est Luc et Olivière, qui va très probablement se transformer en AOP. Bon, une variété Cayenne d'Oriol. Alors, parlons un petit peu des ravageurs. Alors, les ravageurs, notre principal ennemi, c'est la mouche de l'olive. Ensuite, il y a la cochenille. La cochenille, ça dépend des années. Hein. Donc, on les trouve sur les branches, les feuilles des olives, donc vous pouvez le lire. La teigne. Alors, la teigne, c'est un problème important. Et il faut vraiment faire attention au traitement. On parle de Bacillus thuringiensis pour arriver à en avoir un minimum. Il faut traiter à un moment précis 5% de la floraison, puis refaire un traitement pour pouvoir ne pas avoir des olives qui, au mois de septembre, se mettent à tomber, alors que les olives sont magnifiques. Et puis, quand vous regardez le noyau, vous regardez qu'il y a un petit trou, et que vous cassez le noyau, l'amande est sèche, et donc ça fait tomber l'olive. Le psylle, qui n'est pas gênant, c'est du coton que l'on a, mais ce n'est pas gênant. Et la pyrale du jasmin, c'est quand même quelque chose qui est très gênant sur les petits oliviers. Alors la mouche de l'olive, c'est une mouche qui est féodée de ce que l'on sait aujourd'hui à l'olive. Elle a besoin de l'olive pour avoir des descendances. Donc après avoir été fécondée, elle va pondre dans l'olive un asticot qui va se transformer en une pupe, un asticot, bref. Et puis, elle va, je vais vous montrer la photo que j'ai prise de la mouche qui va sortir. Alors, cette moule, elle est reconnaissable. Elle a sur le dos une tache blanche en triangle, que vous voyez, et qui est ici. Et vous avez au bout des ailes 2 petits points noirs, hein, qui est caractéristique. Alors, voilà, ça c'est dans mon livret, j'ai pu la prendre au moment où elle... Alors, vous voyez que la partie, dans l'olive, il y a deux parties. Une partie qui est colorée, parce que la mouche, enfin tout au moins sa larve, a mangé la pulpe qui était à l'intérieur de l'olive, et donc elle a changé de couleur. De l'autre côté, ça n'a pas été touché. Et là, elle était en train de sortir de l'olive. Inutile de vous dire que je ne lui ai pas laissé le temps de vivre longtemps. Voilà. Tant que la mouche n'est pas sortie, on peut faire de l'huile avec les olives. Quand la mouche est sortie, il y a une oxydation qui se produit et ça donne des huiles de moindre qualité. Alors les champignons, il y a l'œil de paon, qui est assez classique. On traite avec du cuivre sur les feuilles, mais même aussi sur la dalmaticose. Je vais vous montrer la dalmaticose. C'est apparu il y a... J'étais un des premiers, malheureusement touché dans le Var.
c'est apparu à peu près il y a 12-15 ans. Hein. La cercosporiose sur les feuilles et la verticillose. Donc je vais vous montrer l'œil de Pan. Donc voilà l'œil de Pan qui est ici. Vous avez des taches circulaires qui sont bleutées. Et ces taches circulaires, c'est un champignon. Et donc il faut traiter avec de la bouillie bordelaise ou d'autres dérivés du cuivre, sachant quand même que c'est un métal lourd et qu'à force de traiter avec la bouillie bordelaise, eh bien, on impacte les sols de façon plus ou moins importante. Ensuite, vous avez ce dont je vous ai parlé, qui est la cercosporiose. Ce champignon est apporté par les mouches qui, non content de pondre un œuf, elles vont apporter un champignon. Ce champignon crée une nécrose en creux qui fait que les olives vont donner une huile qui ne sera pas de très bonne qualité. Et elles vont tomber. Sur les autres, je vous conseille, si ça vous intéresse, d'aller sur le site de la FIDOL et plutôt de France Olive. Vous aurez tous les renseignements, vous me demanderez, je ferai très volontiers. Alors, la bactérie. Il y a quelques années, je suis allé faire un voyage de 3 jours, parce que j'ai de la famille qui est dans les Pouilles, la famille d'un de mes petits cousins. Et donc, je suis allé faire une étude sur ce qui se passait. Pour qui aime l'olivier, c'était quasiment à pleurer, quoi, de ce que j'ai vu. Alors, voilà, c'est pas moi qui l'ai prise, hein, je vais vous montrer les photos que j'ai prises. Voilà ici, en 2013, un champ d'olivier, avec les panneaux pour repérer, vous voyez que c'est pas trafiqué. Et voilà ce qui s'est passé par les pouilles, par la bactérie Xylella fastidiosa, sous-espèce Poca, parce que les autres sous-espèces n'attaquent pas l'olivier, de ce que je peux savoir. Et donc voilà ce que ça a donné. Il se trouve que les variétés qui étaient plantées, Oliarola salantina, Selina dinardo et Corentina, sont sensibles à cette bactérie. Et ça donne des oliviers qui étaient extrêmement vieux, qui sont morts. C'est affreux. J'ai vu des champs entiers qui étaient dans lesquels les arbres étaient morts. Alors, voilà ici, ce champ-là est à 500 mètres de l'endroit où est partie la bactérie. La bactérie. La bactérie vient probablement de caféiers ornementaux du Nicaragua qui ont été transférés en Hollande et l'Italie a acheté ces caféiers et s'est allé dans cette pépinière qui était à 500 mètres. Là. Et vous avez ici les 2 exemples de ce qui peut être un espoir, à savoir que vous avez ici les variétés qui sont sensibles à la bactérie et là, vous avez une variété qui n'est pas sensible ou très peu sensible à la bactérie, qui est l'Echino. Et donc, à l'heure actuelle, je le sais par la famille qui est là-bas, il se font des plantations de Lecchino notamment, et d'autres variétés que je ne connais pas, qui ne sont pas sensibles à la bactérie, et qui donc devraient permettre aux pouilles de retrouver des oliveraies, et bien sûr pas comme elles étaient, parce que c'est des oliviers magnifiques. Bon, je ne veux pas être trop long, parce on va passer la soirée, mais j'ai vu un producteur qui avait des oliviers qui étaient multicentenaires, les larmes aux yeux en me disant « Monsieur, la bactérie est à 20 km de chez moi, je ne sais pas ce qui va se passer. » Bon, je ne rentre pas dans les détails. Voilà, une belle variété, le cahier rouge. Alors, ça, c'est important pour ceux qui s'y intéressent. On a parlé tout à l'heure, la floraison se fait dans nos régions au mois de mai. Bon, chez moi, elle se fait en 2e quinzaine de mai. À partir du moment où vous avez la floraison, il y a la sclérification. D'abord, c'est floraison, nouaison, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait fécondation et que la petite olive tienne au pédoncule. Après, la sclérification, c'est le durcissage ou durcissement, ça serait peut-être plus français, du noyau. Et en juillet-août, après, il y a la véraison, c'est-à-dire le changement de couleur de l'olive. Et après, il y a l'olivaison, c'est-à-dire le ramassage des olives. Et cette photo est intéressante parce qu'elle va vous expliquer l'alternance. On m'a posé la question tout à l'heure. Voilà ici des olives qui sont sur les rameaux qui ont poussé l'année d'avant.
Et vous voyez que sur l'année qui est en cours, il n'y a pas d'olives. Ces olives, là, un rameau qui a fructifié ne fructifiera plus jamais. Et ici, ça sera la fructification de l'année prochaine. Vous comprenez que lorsque vous coupez ici, vous allez couper la fructification de l'année prochaine. Mais quand vous taillez, car il est nécessaire de tailler pour régénérer du bois, vous devez être conscient que vous éliminez de la récolte, mais que vous protégez la récolte pour les années suivantes. Alors un noyau, une olive, c'est tout ce que c'est. Il y a l'épicarpe, le mésocarpe, l'endocarpe, l'amandon, l'albumène, bref. La composition, il y a beaucoup d'eau dans une olive, 40-50%, de l'huile 20-25%, et des matières solides 25-35%. La composition moyenne en poids, l'épicarpe, c'est la peau, c'est 2-3%, le mésocarpe, c'est 70-90%, l'endocarpe, 9-27%. Alors, le mésocarpe, qui est quand même celui qui est le siège de l'huile, est quand même quelque chose de très intéressant parce que, bon, bien sûr, il y a de l'eau dedans, il y a de l'huile, 20-35%, il y a des sucres, qui peut expliquer des problèmes de conservation avec des fermentations, des polysaccharides, ce sont des sucres mais liés entre eux, et des composés mineurs qui sont très intéressants. Je suis désolé, mais j'ai des problèmes aux cordes vocales. J'ai peur de ne pas terminer. Alors, ça c'est chez moi, un cabanon, ni eau ni électricité, mais un bel olivier qui est débouteillant. Alors, au niveau pour ceux qui aiment l'huile, il y a 4 critères d'évaluation. Premier critère, c'est le rendement en huile. C'est le rendement que cherchent les oléiculteurs anciens, c'est-à-dire que les olives, on va les attendre, on va les mettre en stock, on va attendre que l'eau s'évapore, ou on va attendre qu'il y ait un coup de Mistral, parce que comme lorsqu'on amène des olives au moulin, on paye à la poids qu'on a amené, moins il y a d'eau, moins il y a de poids, et moins on dépense. Bon. Mais ce n'est pas un très bon critère pour les vrais amateurs. Après, vous avez le détachement des olives du pédoncule. Ça s'appelle l'abscission. Lorsqu'on a des quantités importantes d'oliviers, il faut utiliser des moyens mécaniques. On en a parlé ce matin. Il faut des peignes ou des peignes électriques. Mais avec les peignes électriques, ou voire secouer le tronc, que j'aime pas beaucoup. Mais si l'olive reste au pédoncule, à ce moment-là, vous perdez de la récolte. Donc il y a même des produits qui existent, qu'on traite, qui permettent de diminuer l'abscission, de tout au moins diminuer cette adhérence de l'olive au pédoncule, de façon à pouvoir faire une récolte correcte. Ensuite, vous avez la couleur des olives. Alors tout le monde dit, oui, les olives sont noires, donc elles sont mûres. Non, pour nous, ça ne veut rien dire. Ça veut dire simplement que la maturité augmente, mais que très probablement, l'olive va perdre un certain nombre de constituants qui sont très intéressants. Et puis après, il y a la qualité organoleptique des huiles, et ça, on vous fera une démonstration tout à l'heure. Alors, ces critères sont indépendants, et ils dépendent des variétés, de l'année de récolte, et ils dépendent du choix de l'oléiculteur. Alors, le critère prioritaire, qui est ici, lorsqu'on ne cherche pas la qualité, lorsqu'on ne cherche pas, on va y arriver, cet critère de rendement en huile, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que pour faire un vrai rendement en huile, il faut faire, ça c'est un problème de chimiste, il faut éliminer l'eau, et à ce moment-là, vous faites un véritable rendement en huile par rapport à la matière sèche. Mais quand il y a de l'eau, si vous évaporez l'eau, ce n'est pas pour ça que vous augmentez la quantité d'huile. Par contre, vous allez améliorer le rendement, l'extraction. Deuxième cas, c'est l'abscission. Ça, c'était fait chez Roussos en Grèce. Je suis allé faire les olivades une fois chez lui. Là, il ne plaisante pas. L'arbre faisait le double. Ils prennent la tronçonneuse et ils coupent l'arbre à moitié. Et on ramasse par terre les olives. Parce qu'il y a des petits problèmes d'abscission. Ensuite, vous avez la couleur. Vous avez ici des olives de couleurs différentes, de l'aglando qui est vert,
le caillon, la tanche. Donc vous voyez qu'il y a des couleurs qui sont différentes. Ça ne veut pas dire que l'huile qui est dedans sera de qualité. Et en plus, après la qualité, ça se travaille et ça va donner naissance à toute une activité de l'oléiculture, de la filière oléicole plus exactement, c'est-à-dire l'analyse organoleptique qui est faite par des jurys officiels qui va pouvoir déterminer les différentes catégories dans lesquelles se trouve l'huile. Alors voici ici, réalisé par le Centre technique de l'Olivier, un bulletin qui est fait pour les professionnels, à savoir que vous envoyez 1 kg, 1,5 kg d'olive au Centre technique de l'Olivier. De l'huile est faite à partir d'un pilote. Et là, il y a une dégustation qui est faite et on vous rend un résultat avec un diagramme en étoile que vous avez ici, avec la maturité aromatique, c'est-à-dire qu'on vous dit elle n'est pas très importante ou elle est trop importante. Donc on va arriver à tout un tas de données que je ne vais pas détailler bien sûr, mais vous voyez le commentaire, fruités mûrs, notes de tomates et d'amandes, ensemble équilibré, récolte sous peu. Donc ça, les professionnels se fient à cette analyse qui est très importante et qui va permettre d'obtenir des huiles de qualité. Alors, normes et règlements, les huiles d'olive sont l'huile d'olive vierge. C'est une huile qui est obtenue uniquement par des moyens mécaniques. C'est indiqué ici, je ne vais pas tout vous lire. Des procédés mécaniques qui ne doivent pas dénaturer et pas de procédés thermiques en dessous de 27 ou 28 degrés et qui n'entraînent pas d'altération de l'huile et aucun traitement chimique bien sûr, mais autre que le lavage, la décantation, la filtration, etc. Donc ça, c'est une huile vierge. Dans le commerce, chaque fois que vous voyez huile d'olive vierge, c'est qu'elle a été traitée sans chimie. Mais vous pouvez trouver de l'huile de noix vierge, de l'huile d'amande vierge, toutes les huiles qui sont dites vierges sont des huiles qui sont traitées, qui sont obtenues sans moyens chimiques. Alors, pourquoi les huiles vierges sont-elles différentes des autres huiles ? Parce que les huiles que vous achetez, le tournesol, le colza, le soja, enfin ce que vous voulez, sont des huiles raffinées. Ces huiles raffinées, elles sont obtenues par des moyens physiques et chimiques, et vous avez une dénaturation partielle de l'huile. Et puis de l'autre côté, vous avez des huiles vierges. Ces huiles vierges, l'amande, la noix, l'olive, il y a uniquement des procédés physiques à basse température et pas de modification de la composition chimique. Alors voilà le schéma qui est intéressant. Les olives arrivent au moulin, elles sont triturées par différentes techniques. On obtient des margines, de l'huile d'abord, de l'huile, des margines et des grignons. Donc je vous explique, l'huile on va en reparler. Les margines et les grignons, avant c'était séparé. Maintenant en général, avec les systèmes de phase, c'est un mélange de grignons et de margines. Les margines, c'est l'eau de végétation, dont je vous ai dit qu'il y en avait à peu près 50% dans l'olive. Si on regarde le schéma de gauche, vous avez l'huile d'olive vierge, avec une astérisque. Il y a vierge extra, vierge, surlignée de jaune. Ces huiles sont des huiles qui sont consommables en l'état. Celles qui sont surlignées de gris sont des huiles que vous ne pouvez pas consommer en l'état. Notamment l'huile d'olive vierge lampante. C'est une huile qui a au niveau organoleptique des défauts et au niveau chimique qui se trouve en dehors des normes éditées par le Conseil oléicole international, repris par l'Europe. Ces huiles lampantes sont raffinées. Et étant raffinées, elles ne sont toujours pas consommables en l'état. Pour pouvoir les consommer, on va mélanger des huiles raffinées à des huiles d'olive vierges, de façon à apporter de la couleur et des antioxydants. De l'autre côté, on a les huiles le grignon, qui contient à peu près 7 à 8% d'huile. Donc il y a des pays, je crois que ça ne se fait plus en France, qui extraient le grignon. On obtient de l'huile de grignon brute. Ensuite, elle va être raffinée. Et de la même façon que précédemment, on va la rajouter avec de l'huile vierge pour apporter de la couleur et des antioxydants. Il y a, avec une astérisque, la vierge courante. Elle n'est pas, on n'en trouve pas en Europe, mais dans certains pays hors de l'Europe, on en trouve. Mais d'après ce que je sais, ce qui m'a été dit,
tout ça, ça va disparaître. Et il n'y aura plus que huile d'olive vierge et huile d'olive vierge extra. Si je ne me trompe pas. Alors, tout ça, c'est normalisé par le Conseil olicole international qui est à Madrid, qui avait été créé à l'origine par un Français. Ensuite, il y a la commission de régulation. En général, la commission de régulation européenne reprend les travaux et les normes du COI. Et je crois qu'incessamment sous peu, c'est les normes du COI qui vont faire foi. Mais peut-être que Denis Olivier pourra en dire un mot. Et puis, il y a aussi, au niveau international, le Codex Alimentarius. Une belle variété, l'olivière, qui est du Languedoc et un peu plus bas. Alors, les moulins, je vais vite. Moulins, deux types de production. Soit par pression, vous avez vu ce matin des meules avec des scourtins. Donc, c'est un système discontinu qui tend à disparaître, traditionnel. Et puis, de l'autre côté, vous avez de l'extraction. C'est un système continu. On met les olives au départ et on tiame de l'huile à la sortie. Donc, tout ça, ça chemine par un broyeur, par un lavage, par un broyeur, par un malaxeur, par un extracteur. Bon, bref. Donc, c'est à l'heure actuelle. Alors là, il y a encore des variantes, mais peu importe. Donc, il va y avoir... alors, ce qui est intéressant pour les consommateurs, quand vous regardez une bouteille, il peut y avoir est indiqué première pression à froid. À ce moment-là, vous savez que le système, c'est un système traditionnel. Et quand c'est première extraction à froid, c'était un système moderne. Donc sur les bouteilles, c'est indiqué. Alors, les procédés, je vais vite parce que je suis très en retard. Les olives arrivent au moulin, elles passent au broyage, elles sont pressées, l'huile et l'eau ne sont pas miscibles, donc il y a une décantation, l'huile est plus légère, on récupère l'huile qui est au-dessus et après on met en embouteillage. C'est très rapide, c'est peut-être un peu plus compliqué. Puis vous avez le système continu, c'est la même chose, sauf que les olives, vous ne les voyez qu'à la sortie de la centrifugeuse. Les olives, elles sont lavées, elles sont broyées, elles sont malaxées, elles sont extraites et purifiées par une centrifugeuse. Donc vous voyez que je ne vous ai jamais parlé de produits chimiques, vous voyez que c'est un pur jus de fruits, dans lequel il n'y a absolument pas de produits qui interviennent. Sauf dans quelques cas. Alors, cette olive-là, nous en avons déjà parlé. Dans cette olive, le siège principal de l'huile, c'est le mésocarpe. Dans ce mésocarpe, il y a des triglycérides. L'huile, toutes les huiles contiennent aux alentours de 95 à 100%, 80 à 99% de triglycérides. Triglycérides, c'est une famille de composés chimiques que l'on retrouve partout. Si on vous a fait faire des analyses médicales, on est allé chercher des triglycérides, c'est de la même famille. C'est simplement quelques petites modifications qu'il y a. Et puis il y a des composés mineurs. Il y a à peu près, à l'heure actuelle, même peut-être plus, 230 composés qui ont été identifiés dans l'huile d'olive. Alors ces triglycérides, c'est un peigne sur lequel sont fixés des acides gras. Ce peigne, c'est toujours le même, c'est le glycérol, la glycérine. Sur ces acides gras, il y en a 14 différents. Ces 14 différents, ça va donner une variété considérable de triglycérides au niveau de la composition. Et là, vous avez les principaux acides, palmitiques, stéariques, oléiques bien sûr, qui généralement est supérieur à 53%, qui doit être supérieur à 53%, vaccénique, linoléique et linolénique. Alors j'insiste sur ces deux derniers, parce que vous voyez apparaître ce qu'on voit souvent dans les médias, le oméga 6 et l'oméga 3. C'est simplement un problème de position, d'une double liaison sur la chaîne. Enfin, c'est un problème de chimiste, je ne rentre pas dans les détails. Ce qui est important à savoir, c'est que notre organisme n'est pas capable de synthétiser ces acides. Donc il faut qu'on en ingère tous les jours. Soit sous forme d'huile d'olive, qui est une huile presque parfaite. Mon Graal, ça serait de trouver une huile dans laquelle il y a un peu plus du dernier acide, le linolénique, du oméga 3. Et à ce moment-là, elle se conserverait moins bien. Alors, donc, très bonne huile au niveau nutritionnel, prévention de maladies cardiovasculaires, c'est prouvé. Tout le reste,
c'est du pipeau. Il n'y a rien qui a été prouvé sur les activités de l'huile d'olive. Il n'y a que les maladies cardiovasculaires où il y a eu vraiment un travail considérable qui a été fait et il y a une prévention. Et cet acide linolénique, vous pouvez l'avoir par ailleurs en consommant un peu de colza. Moi, je ne consomme pas de colza parce que je ne consomme que de l'huile d'olive. Mais par contre, je le compense en mangeant des noix. Et les noix apportent cet oméga 3 qui manque. Ou prenez l'huile de noix. Le problème de l'huile de noix, c'est qu'elle contient beaucoup de cet acide. Il va s'oxyder et donc l'huile devient très rance très rapidement. Alors, les composés mineurs, ils sont très importants, ils sont très nombreux. Vous avez toutes les familles. 2 sont surlignés. Les composés phénoliques, qui sont des composés certains des antioxydants puissants. Et puis, vous avez la vitamine E, qui sont des tocophérols, que l'on trouve en quantité, suivant les variétés. Et la vitamine K1 qui existe, qui est une variété coagulante, qui est en faible quantité, mais sur laquelle on a travaillé au laboratoire. Alors, quand même un petit peu de chimie, parce qu'il faut que je me souvienne de ce que je suis. Voilà ce que vous trouvez dans les feuilles. Entre autres, l'oléoropéine, ça s'appelle un glucoside. C'est composé d'hydrophile grâce à la molécule de glucose que vous avez ici. Et vous le trouvez dans les feuilles, mais vous le trouvez dans les olives. Une blague classique pour les gens du Nord, c'est de leur dire, tenez, vous voyez, celle-là, elle est presque mûre, vous pouvez la manger. Et vous avez une amertume épouvantable parce que ce composé est très amer. Puis on avait un autre qu'on appelle le luxtroside, et que j'ai appelé ligustroside parce que ça vient du ligustrum. Et donc j'ai rajouté un U à la demande de Christian Pignatel, directeur du Centre technique de l'Olivier, pour lequel il tient à ce qu'on rajoute un U. Alors, lors du malaxage, des traitements, j'en passe, ça, c'est pas soluble dans l'huile. Pour que ça soit soluble dans l'huile, il faut perdre la molécule de glucose. Et donc, vous avez ici, cette molécule-là, celle qui est là, vous la retrouvez ici, c'est l'oléoropéine aglycone. Aglycone, ça veut dire privé de sucre, privé de glucose, et la même chose ici. Et l'intérêt pour la dégustation, c'est que c'est très amer et très astringent, l'oléoropéine aglycone. Et l'ixtrusine aglycone, c'est astringent. Vous savez ce que c'est quand vous mangez des artichauts crus, vous savez ce que c'est que l'astringence. C'est une astringence qui est différente. Et puis l'oléacanthal, c'est très ardent. Et c'est un composé très intéressant, mais qu'on va retrouver dans certaines variétés, puisque dans une huile, on va caractériser l'amertume et on va caractériser le piquant. Alors, ici, une analyse de composés volatiles. Les composés volatiles, vous voyez qu'il y a eu travail pour les chimistes, parce que tout ça, c'est des composés à identifier. Et puis, dans un pic, il peut y avoir plusieurs composés. Donc, il y a une quantité considérable de composés volatiles dans lesquels on peut s'amuser. Alors, certains sont identifiés. Mais quand vous avez des huiles qui ont des arômes, qui sont des arômes des goûts, plus exactement, d'artichaut, c'est dû au trans-2-hexénal qui est ici, et c'est dû au 1-pentène 3-one qui se trouve ici. D'autres ont des arômes de pommes. Donc le Z3-hexénylacétate et l'hexénal 1-ol. Je ne vais pas vous tous les citer, il y en a des tables entières. C'est simplement pour vous indiquer qu'on essaye de relier la chimie, les composés chimiques, à ce que l'on ressent lorsqu'on fait une dégustation. Bel olivier d'Ardèche. Alors, qu'est-ce qu'on cherche sur les huiles d'olive ? On fait des études de qualité, mais là, c'est normé. Donc, on a des normes à respecter. Au niveau analytique, l'huile doit respecter des normes. La pureté des olives, avec des indices de pureté. Et puis, l'authenticité, la traçabilité, il n'y a pas de normes. Et nous, on a beaucoup travaillé sur le moyen d'authentifier des huiles. Et notamment, c'est l'objet de la thèse de Denis Olivier, qui vous parlera tout à l'heure, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de diriger, et qui a apporté une contribution très importante à la détermination de l'authenticité. Je vais vous en donner quelques preuves. Alors, ces triglycérides dont je vous ai parlé, on leur fait une petite réaction chimique, je passe, et on va obtenir la composition d'acides gras. Donc ça, c'est un problème de chimie, peu importe. On obtient les composés, vous avez les composés rouges, là, et ces composés rouges, on va les analyser en chromatographie en phase gazeuse.
Et là, vous avez ici les 18 acides gras que l'on a identifiés. Et on a apporté une contribution importante parce que le 2 n'était pas identifié. Le 8, généralement, n'était pas pris en compte. Et le 12 n'était pas bien identifié. Ce travail, il l'a fait en 2003. Et nous avons fait récemment, ensemble, un courrier au Conseil agricole international pour indiquer que les normes commerciales n'étaient pas suffisamment précises. On a cité notre travail et je pense que les choses vont changer. C'est-à-dire que dans les normes commerciales, des normes supplémentaires vont être apportées parce qu'un certain nombre de composés, notamment celui-ci qui est là, ou ceux-là, sont très importants pour faire des études d'authenticité. Que je vous montre maintenant. Vous avez vu ce matin des morphotypes, donc ça a été mis au point avec un travail de Denis Olivier et celui de Christian Pinatel. Donc vous avez ici la représentation des acides gras en haut et des triglycérides. Des triglycérides, il y en a 19. Donc ça, c'est la représentation d'une variété. Variété, donc vous avez ici le détail, je passe vite parce que je suis pris par l'heure, parce que je suis un grand bavard quand je parle de l'olivier. Et donc c'est un mode de représentation qui est très efficace. Vous allez en voir l'efficacité dans un instant, la voilà. Voilà 6 variétés principales françaises. Et vous pouvez remarquer que, alors il y a les tracés, regardez la forme. Vous voyez que vous ne pouvez pas confondre, quand on fait une analyse acide gras, une huile de Nyons avec un caïtier d'huile de Nice. Vous voyez que les formes sont totalement différentes. Et donc on a créé une banque de données qui contient à l'heure actuelle d'huile du monde entier, qui contient à peu près 4500 produits, 4500 huiles, avec par exemple Nyons, il y a 150 échantillons qui ont été étudiés. Mais donc il y a de très nombreuses variétés. Et je vais vous montrer à quoi ça sert. Voilà, donc vous avez variété caïtier. Cette variété, voilà son morphotype. Non, c'est le morphogramme. Le morphogramme, c'est-à-dire on nous a demandé d'analyser un échantillon. Donc on fait l'analyse, on fait le morphogramme et on obtient ceci. Et on cherche, et on se dit, il se passe quand même quelque chose de curieux. C'est que vous voyez en rouge ce que je viens de vous montrer. Là, vous avez là, donc c'est le même, ici. Et dessus, on superpose le morphotype du caïtier. Vous voyez que ça ne correspond pas. Donc si ça ne correspond pas, c'est qu'il y a un problème. Alors comme on a une banque de données qui est, et puis un moyen maintenant qui est un algorithme qui permet de faire l'identification, eh bien, on a superposé ça à de l'arbékine. Vous voyez le tracé bleu et le tracé rouge, ils sont quasiment identiques. Les variations sont dues aux échantillons, à l'année, etc. Mais on voit bien que c'est de l'arbékine. Et vous voyez que ce qui était vendu comme caïtier, c'est l'huile d'arbékine. Inutile de vous dire que le prix de vente de l'huile d'arbékine n'est pas le même que celui du caïtier. Et donc, vous avez compris que l'arbékine vaut moins cher. Une belle photo d'Aglando. Alors, point de fumée, important pour ceux qui aiment faire de la cuisine, à l'huile d'olive. Moi, je fais que de la cuisine à l'huile d'olive. Les triglycérides dont je vous ai parlé, ils se décomposent à 290 degrés. 210 degrés, pardon. Ils se décomposent en un produit qui s'appelle l'acroléine, qui est un produit toxique. Donc si vous faites des fritures à l'huile d'olive, tournesol ou ce que vous voulez, arachide, si vous êtes appelé au téléphone, vous occupez d'autre chose, vous laissez ça dans votre poêle, puis d'un coup vous voyez des fumées blanches. Ces fumées blanches, c'est l'acroléine. Alors vous arrêtez tout, surtout si vous travaillez avec du gaz, parce que ça s'enflamme, et puis vous laissez refroidir surtout, et puis vous jetez tout, parce que c'est éminemment toxique. Si vous faites des fritures avec de l'huile d'olive, vous n'avez pas de problème, parce que c'est une huile qui est stable à la température, et les températures moyennes de friture, c'est 180 degrés. Donc on peut faire, contrairement à tout ce que les gens racontent, de la friture avec de l'huile d'olive. Alors c'est vrai qu'avant, les huiles, elles étaient très fortes, elles avaient des odeurs épouvantables. Je me souviens quand j'étais gosse, il y avait on passait dans la rue, ça puait, quoi. Maintenant, on a des huiles qui sont des huiles beaucoup plus légères, et donc il n'y a pas de problème.
tous les œufs au plat que je fais sont faits à l'huile d'olive. Et c'est remarquable. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez utiliser, et pas de problème. Sauf si vous laissez et que ça chauffe et qu'il y a des acroléines. C'est une des huiles les plus stables à la chaleur. Alors deuxième chose, en Provence, l'huile, on la stocke à la cave, etc. Et quand ça descend en dessous d'une certaine température, ça dépend de l'huile, ça dépend de sa composition, on va dire de 12 à 14 degrés en gros. Hein. On dit en Provence, l'huile fige. On sait que l'hiver est en train d'arriver. Hein. Donc on a ceci. Voilà. Ça c'est fait, je l'ai fait ici. Vous prenez votre huile, vous la remettez à température ambiante. Et vous obtenez ceci. Ça ne dénature pas l'huile. Vous pouvez consommer l'huile sans aucun problème. Donc je vous ai raconté ça, ça ne sert à rien que je continue. Alors une belle photo faite en Grèce, c'est pas un montage. Quand j'étais en train de ramasser les olives, je suis tombé sur ce nid et j'ai trouvé superbe. Donc je l'ai conservé et je l'ai mis ici. J'ai quasiment terminé. C'est l'analyse organoleptique. Dites-vous bien qu'une huile d'olive, ça finit toujours dans une assiette. Hein? Donc si ça finit toujours dans une assiette, il y a besoin d'analyse organoleptique. Cette analyse organoleptique, le docteur Denis Olivier va vous indiquer les différents fruités probablement auxquels vous pouvez avoir affaire et toutes ces nuances. Donc je vous remercie de votre présence et de votre attention. Et puis Denis va vous raconter donc l'histoire de l'analyse organoleptique. Et un petit clin d'œil à un de mes peintres préférés, Van Gogh. Mais malheureusement, ce tableau est aux États-Unis et il n'est pas en Europe. Voilà, je vous remercie.